Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, à Leipzig. Un récit qui me fait encore aujourd'hui douter de la réalité. C'était un samedi ordinaire, mais c'est peut-être ainsi que les événements les plus étranges de la vie commencent. Un jour ennuyeux, à une heure ennuyeuse, quand on s'attend le moins à quelque chose de pertinent. J'étais là, dans un appartement aux fenêtres grises, face à une crise d'inspiration. La littérature a toujours été mon refuge et ma mission. Et je suis fier d'être un professeur dévoué, quelqu'un qui apprécie les mots, qui comprend l'impact d'une phrase bien construite. Mais les mots m'ont quitté. C'est alors que j'ai décidé de partir. Peut-être pour aller me promener, peut-être pour me détendre. Autour de Leipzig, entre ruines d'une époque oubliée et bâtiments à l'architecture imposante, il y a un endroit que peu de gens connaissent au crépuscule. L'Agrapark. Il est célèbre pour la foire gothique qui a lieu pendant l'été, mais la nuit, en dehors de ses festivités, le parc prend une personnalité étrange, une obscurité profonde et intacte, qui l'isole de la ville environnante. C'est là que je voulais aller, peut-être trouver quelque chose dans le noir qui me redonnerait l'envie d'écrire. J'ai franchi l'entrée du parc peu après 10 heures du soir. En été, elle est vibrante, pleine de vie, mais en automne, c'est une carcasse vide, une sorte de purgatoire boisé où le vent bat en forte rafale, et quand le silence vient, il est presque solide. J'avais à peine franchi le premier sentier que j'ai déjà ressenti quelque chose de particulier. L'absence totale de bruit. Il n'y avait que le bruit étouffé de mes propres pas, comme si le parc aspirait tout le son en lui-même. Cela semblait absurde, mais contrairement à d'autres endroits, ici le silence n'était plus qu'une absence de son, c'était une présence. Je continuais à marcher, regardant la lune à travers les hautes et minces branches qui se tordaient comme des bras de désespoir. Mes pensées ont commencé à devenir brumeuses, comme si une brume invisible était aussi en moi. J'ai été conduit à de vieux souvenirs, à des choses que j'avais choisi d'oublier. Le visage de mon père, sévère et inébranlable, me vint à l'esprit. Il n'a jamais compris ma passion pour la littérature. Il a toujours vu mon choix de vie comme une sorte de trahison. Et j'étais là, aux prises avec la même frustration, le même manque de contrôle. C'était comme si, à ce moment-là, le parc était un miroir sombre de mon propre esprit. Je suivis les sentiers, et à chaque pas, l'obscurité semblait s'approcher, enveloppante. Il y avait quelque chose dans l'ombre, ou peut-être que c'était moi qui voyais trop, mais une partie de moi voulait croire que j'étais juste paranoïaque, que la fatigue jouait avec ma santé mentale. Soudain, j'ai senti une présence, quelque chose de tangible dans l'air, mais invisible. La sensation était familière, une lourdeur dans ma poitrine, une anxiété qui se resserrait dans ma gorge, comme si quelque chose était là avec moi, attendant juste de se révéler. Je me souviens que je me suis arrêté un instant et que j'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de me calmer, de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que quelque chose d'encore plus étrange se passait. C'était dans une clairière que j'étais sûr de ne jamais avoir vue. Les arbres environnants étaient plus denses, comme s'ils s'y étaient regroupés d'eux-mêmes, formant une sorte de barrière naturelle. J'avais l'impression qu'ils me regardaient avec une présence presque consciente. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'ai senti un frisson dans mon dos et un souffle qui n'était pas le mien, étouffé et lent, venant de quelque part dans l'obscurité. Mon cœur s'est emballé et j'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. La vérité, c'est que je ne savais pas si je devais courir ou faire face à ce qu'il y avait. Pendant un moment, j'ai pensé à m'éloigner, mais mon corps était gelé. C'était comme si le sol lui-même essayait de me retenir là. Les souvenirs sont alors venus d'un seul coup, une avalanche de souvenirs oubliés, de traumatismes que j'avais enfouis au fond de mon esprit. Je me suis vu dans une pièce sombre, écoutant les paroles amères de mon père, ses accusations, le jugement dans ses yeux, le mépris pour mon choix de vie. Le poids de cette voix, de ces mots, était présent comme une ombre qui refusait de disparaître. Peut-être que je lui avais échappé physiquement, mais jamais de la manière dont il me définissait. Dans cette clairière, j'étais, une fois de plus, confronté à mes peurs. J'ai cligné des yeux, essayant de me dégager de cette vision,
et le parc a semblé trembler autour de moi, comme s'il s'agissait plus d'une extension de mon esprit que d'un lieu réel. Les arbres étaient plus proches, et l'obscurité semblait se condenser en figures autour de moi. Des figures déformées, des ombres de quelque chose d'inhumain, mais en même temps, portant des traces du passé. J'ai essayé de me convaincre que c'était une illusion, mais la peur est devenue de plus en plus réelle, plus dense. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Enfin, un bruit dans ce silence écrasant. C'était un long soupir bas, et j'avais l'impression qu'il venait de l'intérieur de moi, mais aussi du parc lui-même. Le bruit s'intensifia, résonnant à travers la clairière, comme si chaque arbre murmurait maintenant le même nom. Mon nom. C'était la voix de ma mère, douce et distante, qui était décédée bien des années auparavant. Un souvenir que je chérissais, mais qui semblait maintenant déformé, un écho de quelque chose de beaucoup plus sombre. Cette voix s'est transformée en un murmure constant, comme un sort hypnotique, et à chaque syllabe, j'avais l'impression que ma santé mentale m'échappait. Avec un effort qui semblait épuiser mes dernières forces, je me mis à marcher à reculons, les yeux fixés sur les ténèbres, comme si je pouvais les empêcher de me suivre par la seule force de ma volonté. Le parc semblait m'engloutir. Le sol était une ombre indistincte et mon corps semblait bouger au ralenti. J'avais l'impression que si je ne sortais pas de là tout de suite, quelque chose en moi serait complètement pris en charge. Mes pas devenaient de plus en plus rapides, mes yeux écarquillés, et je pouvais presque sentir le souffle chaud de quelque chose d'invisible qui m'accompagnait. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à revenir à l'entrée du parc. Le silence avait disparu et les bruits de la ville étaient revenus, dans un craquement qui semblait enlever des tonnes de mes épaules. Cette nuit-là, je suis rentré à l'appartement dans un état de choc, tremblant et ne sachant pas avec certitude ce que j'avais vécu. Je n'ai pas fermé les yeux, et quand le soleil s'est levé, la clarté n'a apporté qu'un soulagement momentané. Je me sentais épuisé, comme si quelque chose m'avait été arraché. Retourner au parc n'a jamais été une option. Depuis, quelque chose a changé en moi. Ce vide, cette obscurité, avait laissé une trace, une marque. Maintenant, chaque nuit, avant de fermer les yeux, je me souviens de la clairière et je sens que, d'une manière ou d'une autre, elle est toujours en moi, comme une plaie ouverte qui insiste pour ne pas guérir. Et le plus troublant, c'est que, d'une certaine manière, cet événement terrible a ramené l'envie d'écrire. J'ai toujours été passionné par la photographie de nuit. Il y a quelque chose dans le calme de l'aube qui se reflète dans les photos d'une manière que la lumière du jour ne pourra jamais capturer. Dans l'obscurité, les choses révèlent des secrets. Les objets prennent des formes qui passeraient normalement inaperçues à la lumière du soleil. C'était le genre de scène que je cherchais ce soir-là, dans le parc du Pérou à Montpellier. Je venais de terminer une série de photos pour une exposition locale, mais il manquait une dernière pièce. Une image qui représentait un silence absolu, un instant de calme chargé de mystère. Le parc, avec son architecture historique et ses ombres complexes, semblait être le cadre idéal pour cela. J'ai décidé d'y aller à l'aube, à 3 heures du matin, lorsque les rues de Montpellier étaient désertes et que le silence remplissait les lieux de vie normalement animés. Quand je suis entré dans le parc, j'ai ressenti une étrange paix, comme si je venais de traverser une dimension parallèle. Les arbres projetaient des ombres allongées et les statues semblaient prendre vie dans la lumière diffuse de la lune. Je marchais lentement, glissant mon appareil photo sur mon épaule, attentif à tout angle qui semblait prometteur. Chaque pas était une petite célébration de cette solitude. La ville dormait et le parc était tout à moi. Je me suis approché de la fontaine centrale, ajustant l'objectif pour capturer le reflet de l'eau. L'image était parfaite. Le ciel étoilé se reflétait dans le miroir liquide, créant une illusion de profondeur. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette solitaire, debout sur le bord opposé de la fontaine. C'était une personne de grande taille, couverte d'un manteau sombre. Son visage était penché vers le bas, ses bras le long du corps, immobiles. À cette distance, il était impossible de discerner les détails, mais sa silhouette semblait vide, sans vie.
C'était exactement ce que je cherchais. La présence d'une personne, d'une figure humaine enveloppée de mystère, rendrait la photo encore plus percutante. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté la mise au point et j'ai pris une photo, en essayant d'être aussi discret que possible. L'appareil photo fit un léger clic qui résonna à travers le silence du parc. Soudain, la silhouette se déplaça. Je me suis figé. La personne a lentement levé la tête et s'est tournée directement vers moi. Même de loin, j'ai ressenti le poids de ce regard. Pendant un moment, j'ai pensé à m'excuser en disant que je voulais juste une photo. Mais avant que je puisse décider quoi faire, il a commencé à marcher vers moi. Mes doigts étaient toujours fixes sur l'appareil photo, mais ma respiration s'accélérait. L'expression de cet homme ou de cette femme, je ne pouvais pas la distinguer, était masquée par l'ombre du chapeau. Malgré cela, j'ai senti quelque chose de menaçant dans sa posture, comme s'il était agacé d'être interrompu. Je commençais à m'éloigner, pas à pas, sans quitter des yeux la silhouette qui venait maintenant vers moi. Il accéléra. C'est à ce moment-là que la peur a commencé à s'emparer de moi. Le parc, qui semblait autrefois être un havre de paix, est devenu un labyrinthe oppressant. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher plus vite, mais quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu qu'il courait aussi maintenant, se rapprochant de plus en plus. Ma respiration était laborieuse. Mon cœur battait la chamade et chaque fibre de mon corps me criait de courir. J'ai dévié le long du chemin qui menait à l'Arc de Triomphe à Montpellier, en espérant qu'il abandonnerait. Mais il continua sa route, ses pas lourds résonnant dans le parc silencieux. C'était comme s'il était coincé avec moi, incapable d'abandonner, déterminé à rattraper son retard. J'ai essayé de me frayer un chemin à travers la végétation, mais il m'a suivi comme s'il savait chacun de mes mouvements. Les lumières tamisées des lampadaires du parc projetaient des ombres effrayantes, et tout autour de moi semblait être une menace. L'image de cet homme, de plus en plus proche, est restée gravée dans mon esprit. Je savais que s'il m'attrapait, quelque chose d'horrible se produirait. Ses mains, ses yeux cachés, cette fureur silencieuse. Paniqué, je me suis rendu compte que le chemin que je suivais se rétrécissait, me forçant à me rapprocher de la silhouette. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Alors qu'il me poursuivait, j'avais remarqué qu'à mesure qu'il approchait des extrémités du parc, il hésitait. Dans un moment de désespoir, j'ai décidé d'utiliser cela à mon avantage. J'ai pris la direction la plus proche de la porte de sortie, en courant en zigzag pour le repousser. Je l'entendais derrière moi, mais à chaque tournant, il semblait ralentir, comme s'il y avait une barrière invisible qui l'arrêtait momentanément. Dès que j'ai atteint l'entrée du parc, j'ai regardé en arrière une dernière fois. La silhouette était là, me fixant, immobile comme une statue. Son visage était encore couvert d'ombre, et de là où je me tenais, il ressemblait presque à une illusion, à un flou. Malgré tout, ce regard vide me hantrait pour toujours. Sans regarder en arrière, j'ai couru dans les rues de Montpellier jusqu'à ce que je rentre chez moi. En entrant dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. Tout mon corps tremblait et la peur était encore imprégnée dans chaque cellule. J'ai passé quelques minutes à respirer profondément, essayant de croire que tout cela s'était vraiment passé. Quand je me suis finalement calmé, j'ai sorti la carte mémoire de l'appareil photo et je l'ai insérée dans l'ordinateur. J'avais besoin de voir la photo. Je devais me prouver que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Mais en ouvrant l'image, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. La silhouette était là, mais quelque chose n'allait pas. Le visage, ou ce que le visage devrait être, n'était qu'un flou gris. Le reste de l'image était clair et net. Mais la personne avait l'air vide. C'était comme s'il n'y avait rien là-bas, comme si j'avais photographié un fantôme. J'ai passé la nuit à regarder cette photo, à essayer de trouver une explication. Peut-être était-ce une défaillance de l'appareil photo, une imperfection dans la mise au point, je me l'ai répété, mais le sentiment de vide, la peur primale que j'ai ressentie quand j'ai regardé cette silhouette, ont persisté. À partir de ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Le parc Pérou, autrefois un lieu impressionnant, était maintenant un sombre rappel qu'il y a des choses dans le monde qui ne peuvent pas être expliquées.
Je suis retourné au parc quelques fois par la suite, toujours pendant la journée, mais j'ai évité la fontaine et le chemin que j'ai suivi ce matin-là. Cette partie du parc semblait avoir été transformée, comme si elle gardait un secret que je préférais ne pas revisiter. Depuis, ont une nouvelle caractéristique, une ombre subtile, un ton plus sombre. J'avais l'habitude de chercher la beauté dans l'ombre, mais maintenant je me rends compte qu'il y a bien plus que de la tranquillité dans l'obscurité. Cette expérience m'a marqué. La photographie, autrefois une passion pleine de légèreté, est devenue une activité de prudence. Quand je vois quelqu'un au loin, je ressens l'impulsion de regarder de l'autre côté. Je ne recherche plus la même solitude tôt le matin, et je pense encore à ce que j'ai vraiment vu cette nuit-là. Quel était cet homme? Ou ce truc? Pourquoi m'as-tu suivi? Et pourquoi n'es-tu pas allé au-delà des limites du parc? Ce sont des questions qui me hantent, mais auxquelles je préfère peut-être ne jamais répondre. Je n'ai imprimé cette photo qu'une seule fois, plus sur un coup de tête que pour toute autre raison. Aujourd'hui, il est rangé dans un tiroir fermé à clé. Parfois, je pense à le brûler, mais je sais que, d'une certaine manière, c'est la preuve que cette rencontre était réelle. Et chaque fois que je la regarde, je vois le même flou à la place de son visage, une absence effrayante qui me regarde. L'hiver était froid à Londres, mais la curiosité était plus forte que le vent mordant. Je m'appelle Oliver Grant, je suis historien, et pendant des semaines, Kew Gardens est devenu mon obsession. En creusant profondément, j'ai découvert une petite note perdue dans de vieux documents sur des disparitions qui se sont mystérieusement produites dans les locaux du jardin, en particulier dans le célèbre labyrinthe de Hay. Des touristes, des visiteurs réguliers, même un employé. C'était des cas rares, mais les archives étaient là, réduites au silence par le temps et l'insistance sur le fait que le labyrinthe n'était qu'un divertissement innocent. Rien de plus qu'une attraction pour ceux qui voulaient se perdre quelques minutes. C'était un coin oublié au milieu de la tourmente de Londres. Une oasis où beaucoup allaient trouver la paix. Mais l'idée que quelqu'un puisse disparaître sans laisser de traces à l'intérieur, de manière aussi discrète, était quelque chose que je ne pouvais pas sortir de ma tête. J'étais déterminé à enquêter, à trouver les vestiges de ces histoires qui m'intriguaient tant. Je suis arrivé tôt, déterminé à nettoyer le jardin avant que le mouvement ne commence. Les arbres, défoliés par le froid, semblaient encadrer l'environnement d'une beauté mélancolique, presque fantomatique. Je me suis promené dans le jardin, m'imprégnant de mon environnement, tandis que les quelques touristes qui arrivaient semblaient plus intéressés à prendre des photos et à discuter à voix basse. Bientôt, j'aperçus le labyrinthe, un enchevêtrement dense de haies vertes et d'arbres, invitant et en même temps intimidant. En franchissant la première porte, je fus pris d'un rhume qui n'avait rien à voir avec le temps. L'atmosphère à l'intérieur était distinctive, presque palpable. J'ai suivi les premiers cols, en gardant un rythme lent, en essayant de me situer au gré de la structure qui me guidait. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans un labyrinthe. Je connaissais le modèle, le rythme d'exploration des couloirs et de choix. Mais quelque chose a vite commencé à apparaître. Erreur. Les murs de la haie semblaient plus denses que d'habitude, et le bruit des pas d'autres personnes à l'extérieur des murs s'estompa rapidement, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. J'ai marché en prenant des directions que je croyais justes, mais je me suis vite retrouvé à passer par les mêmes points. Au début, j'ai pensé que c'était mon esprit qui me jouait des tours. Après tout, il n'était pas rare de s'embrouiller dans un tel endroit. Mais le sentiment a grandi et quelque chose en moi a commencé à s'inquiéter. Il semblait que le labyrinthe lui-même avait changé pendant que j'y étais. Puis, j'ai commencé à remarquer des marques étranges. De petites encoches sur les clôtures, des rayures qui formaient des initiales, des dates gravées avec une précision presque troublante. Thomas Dew, 1923, Alice Hatch, 1968. Des marques du temps qui n'avaient rien à voir avec le présent, comme si j'assistais à des fragments d'histoire d'autres personnes, des histoires qui n'ont jamais été racontées. À chaque tournant que je prenais,
l'obscurité semblait s'intensifier. Même s'il était encore le matin, la lumière semblait éteinte, opaque. J'ai levé les yeux et j'ai réalisé que les arbres entourant le labyrinthe étaient plus proches, avec des branches qui s'entremêlaient, formant un toit qui bloquait le ciel. À un certain moment, j'ai commencé à ressentir une présence, un sentiment d'être observé. Mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Juste le silence pesant des hautes haies qui m'entouraient me piégeait. J'ai continué à marcher, essayant de ne pas me laisser submerger par la panique qui commençait à grandir en moi. Je m'étais préparé à trouver quelque chose, mais je n'étais pas prêt à être pris, emprisonné. Moi, un homme rationnel, je refusais de croire qu'un labyrinthe puisse avoir quoi que ce soit de surnaturel. Mais les noms, les marques, l'air raréfié, tout a concouru à me convaincre du contraire. Mon corps se déplaçait automatiquement, guidé par un instinct de survie primal, alors que mon esprit essayait de traiter ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu. C'étaient des bruits de pas, de lumière, venant de quelque part autour de moi, résonnant entre les murs du labyrinthe. Je me suis arrêté, retenant mon souffle. Les bruits de pas se sont également arrêtés. J'ai continué, essayant de l'ignorer, mais à chaque mouvement que je faisais, les pas se suivaient, comme une ombre sonore qui insistait pour m'accompagner. J'ai essayé de rationaliser, en me disant que c'était peut-être le vent ou un autre visiteur qui s'était perdu, mais à chaque fois que je m'arrêtais, le son s'arrêtait aussi, dans une synchronie que seul un être humain pouvait atteindre. J'ai ressenti une anxiété croissante et j'ai recommencé à marcher, maintenant un peu plus vite, avec l'espoir désespéré que les traces de pas disparaîtraient. Mais au détour d'un virage, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une marque fraîche sur l'une des clôtures, un symbole qui ressemblait à un cercle, coupé en deux, presque comme une signature macabre. À côté, un autre nom, encore plus récent, écrit d'une manière tremblante, comme s'il avait été sculpté par quelqu'un de désespéré. C'était une marque différente des autres, récente, et qui semblait palpiter dans son étrangeté. J'hésitais, essayant de le déchiffrer, mais le bruit des pas revenait, plus proche maintenant, presque comme s'ils étaient juste derrière moi. J'ai continué, accélérant le rythme. Il ne savait pas combien de temps il était resté à l'intérieur. Le sens de la direction et du temps n'avait plus de sens. Les arbres semblaient murmurer dans le vent, des murmures qui se mêlaient à ma propre respiration. J'ai commencé à courir. À chaque couloir qu'il traversait, il voyait de plus en plus de marques, de plus en plus désespérées. Des morceaux de tissu coincés dans les clôtures, des marques de rayures profondes, des empreintes de pas flous sur le sol. Des gens étaient passés par là avant moi, et ils semblaient tous avoir essayé désespérément de trouver une issue. Mais à cause de la façon dont les marques étaient chaotiques, presque enfantines dans leur désespoir, j'avais le sentiment distinct qu'elles ne partaient jamais. J'ai commencé à avoir mal à la tête, l'air était de plus en plus épais, presque solide. J'ai levé les yeux vers le ciel, mais il n'y avait qu'un toit de branches, impénétrable. Et puis, quelque chose a attiré mon attention. Sur le sol, il y avait une séquence de pierres qui formaient une ligne claire, différente des autres. Ils étaient positionnés d'une manière qui semblait indiquer un chemin. Suivez-les, avec espoir, comme quelqu'un qui s'accroche au dernier fil de la raison. Les rochers m'ont emmené dans un couloir plus étroit. Le silence y était absolu. Pas de vent, pas de bruit de pas, juste le bruit de mon cœur qui battait à une vitesse qui me faisait mal à la poitrine. C'était comme si le labyrinthe m'avait enfin conduit à son noyau, à l'endroit où il cachait son secret le plus profond. Je suis resté là, haletant, et j'ai alors vu quelque chose que je ne pourrais jamais effacer de mon esprit. Un cercle de noms sculptés dans la haie, un fouillis d'initiales et de dates qui semblait être une collection de souvenirs de tous ceux qui avaient été là. C'était un cimetière, un hommage silencieux à ceux qui ne sont jamais partis. Je me sentais en danger. J'avais besoin de sortir de là avant que quelque chose de pire ne se produise. Mais quand j'ai essayé de rebrousser chemin, je n'arrivais plus à retrouver le chemin des pierres. L'entrée que j'avais empruntée était bloquée. Mon cœur s'est emballé et une vague de panique m'a submergé. J'étais en prison comme les autres. J'ai regardé autour de moi, à la recherche du moindre signe de sortie,
Mais le labyrinthe semblait jouer avec moi, changeant de forme, fermant des passages et me guidant vers le même cercle macabre de Marc. Le temps s'est allongé, je ne savais plus combien de temps s'était écoulé. À un moment donné, j'ai entendu des voix, des murmures sourds, et j'étais sûr que je n'étais plus seul. Les voix étaient confuses, mêlées au bruit des arbres, mais il y avait un mot qui était répété. Sors. Je ne savais pas d'où ça venait, mais je savais que je devais continuer. L'esprit engourdi, j'ai commencé à marcher, même sans direction, en espérant que le labyrinthe me donnerait une dernière chance. La lumière sembla devenir plus forte, et bientôt j'aperçus un chemin devant moi. J'ai couru comme un fou, sans regarder en arrière, sans me soucier des branches qui me grattaient la peau, du sang qui coulait de mes mains. J'ai franchi la porte avec un soulagement indescriptible, tombant à genoux à l'extérieur. Les visiteurs me regardaient avec étonnement, mais je ne pouvais pas parler. Je ne ressentais que le poids de ce que j'avais vu, la certitude que ces marques, ces âmes, étaient toujours à l'intérieur, piégées dans un cycle sombre que Kew Gardens semblait tenir. Je suis rentré chez moi secoué, avec la ferme intention d'enregistrer ce que j'avais vécu. Je savais que beaucoup en douteraient, mais j'avais besoin de partager. Et alors que j'écris ces mots, j'entends encore le bruit de ces pas, ces murmures et ces marques qui resteront à jamais gravées, non seulement sur les murs du labyrinthe, mais dans mon esprit. Cette nuit-là hante encore mes pensées, même si j'essaie de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu cruel de mon esprit. Je m'appelle Martina Diaz, j'ai 29 ans et je suis dans le dernier semestre d'anthropologie, travaillant sur un projet qui devrait être la dernière pièce de ma formation académique. L'idée était d'explorer le folklore urbain de Buenos Aires et ses légendes sombres, celles qui s'entremêlent avec la vie quotidienne de la ville et restent vivantes dans l'imaginaire populaire. Mon choix s'est porté sur le parc des Lignées, connu pour ses histoires chuchotées, littéralement. On dit que la nuit, on y entend des voix, des murmures qui flottent parmi les arbres, des échos d'événements passés ou quelque chose de bien plus troublant. Quand j'ai demandé aux habitants ce qu'il en était du parc, certains ont dit que c'était idiot, juste le vent qui jouait entre les feuilles, tandis que d'autres riaient, disant qu'il n'était que de vieilles légendes ivres. Mais certains hésitaient, échangeaient des regards soupçonneux, comme s'ils discutaient entre eux pour savoir si je méritais de savoir ce qui se passait vraiment là-bas. Un homme, avec des rides frappantes sur le visage et des mains tremblantes tenant sa cigarette, a dit que dans le parc, les arbres contenaient des histoires que personne ne devrait entendre. Il n'a pas voulu m'expliquer, mais cela n'a fait qu'augmenter ma curiosité. L'anxiété de découvrir quelque chose d'authentique et d'unique m'a aveuglé aux signes avant-coureurs. Je voulais capturer non seulement des histoires, mais aussi des preuves sonores, peut-être même visuelles, pour montrer enfin que les légendes urbaines peuvent avoir une vraie profondeur, une touche de vérité. Ce soir-là, je me suis préparé avec tout ce dont j'avais besoin. Mon magnétophone, un cahier et une lampe de poche. J'étais déterminé à explorer seul le parc des Lignées, confiant que l'aube et la solitude me permettraient de capturer ce que personne d'autre n'avait osé. Traverser les rues vides était déjà une expérience surréaliste. Buenos Aires était silencieuse, comme si toute la ville respectait la gravité de ma mission. Ou peut-être espérait-elle simplement que je comprendrais l'erreur que j'allais commettre. Quand j'ai atteint la porte du parc, mon cœur s'est emballé. La structure métallique était vieille, grinçant légèrement au vent, comme pour m'avertir de ne pas aller plus loin, ignorer. Dès que j'y suis entré, j'ai ressenti un rhume inattendu et oppressant. Ce genre de froid qui ne semble pas venir seulement de la nuit, mais qui émane de quelque chose de profond, comme si le sol y portait un terrible souvenir. Je repoussai cette pensée et suivis un sentier couvert de feuilles sèches, la lanterne éclairant peu le chemin, ne révélant que ce qui était nécessaire. J'ai décidé d'allumer l'enregistreur en pointant le microphone vers l'espace vide devant moi. C'est Martina Diaz. Je suis à Lignières Park, à la recherche de preuves des histoires que j'ai entendues. On dit qu'il y a des voix ici, des échos d'événements anciens.
J'essaie de les capturer. Pendant que je parlais, ma voix semblait être aspirée dans l'espace, dévorée par le silence oppressant qui m'entourait. J'ai continué à marcher, à la recherche d'un indice, d'un bruit étrange, mais tout ce que j'ai entendu pendant les premières minutes a été le bruit monotone de mes propres pas. Je commençais déjà à croire que tout cela n'était que des histoires inventées pour faire peur, quand j'ai finalement entendu quelque chose. Un son bas et lointain, un murmure. Mon cœur battait la chamade, mais ma curiosité était plus forte que la peur. Je me suis concentré, essayant de distinguer les mots. Elles semblaient être en espagnol, mais mélangées à un son brouillé, presque comme si elles étaient prononcées par quelqu'un qui avait à peine le souffle. J'ai suivi le son, m'enfonçant de plus en plus profondément dans le parc, et au fur et à mesure, les voix semblaient devenir plus claires, comme si elles me guidaient, m'invitaient presque à découvrir quelque chose de terrible. J'ai demandé, presque comme une prière, « Quién eres ?» ne sachant pas avec certitude ce que je m'attendais à entendre en réponse. La lampe de poche a commencé à clignoter et j'ai remarqué que l'obscurité autour de moi devenait plus dense, presque tangible. Les voix s'élevèrent, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps, mais aucune d'entre elles ne semblait être vraiment là. Les mots étaient inintelligibles, comme s'ils provenaient d'une réalité lointaine, résonnant à travers le temps. Quelque chose en moi me criait de revenir, mais une force plus grande me poussait en avant. J'ai fait quelques pas de plus et j'ai réalisé que le parc autour de moi semblait s'être transformé. La végétation, autrefois familière, était tordue et déformée, comme si quelque chose l'avait façonnée d'une manière bizarre. C'était comme si j'étais dans un endroit complètement différent, dans un espace où le temps et la logique n'avaient pas de sens. Les voix se sont intensifiées et maintenant je pouvais les entendre appeler mon nom. Martina. Martina. À plusieurs reprises, dans une cadence presque hypnotique. J'ai tourné l'enregistreur dans la direction des sons et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, espérant que cet appareil pourrait capter quelque chose au-delà de ce que mes sens humains étaient capables de percevoir. Mais c'est à ce moment-là que je l'ai vu. À la lisière de l'obscurité, une silhouette se tenait debout, complètement immobile, comme si elle m'attendait. Il n'était pas un être humain ordinaire, sa forme était indistincte, d'un flou noir, comme une ombre qui s'était réveillée. La silhouette me regardait, sans yeux, mais je sentais sa présence se concentrer sur moi, pénétrer mon esprit, fouiller mes pensées. J'ai essayé de bouger, mais mon corps n'a pas répondu. Figé entre l'envie de m'enfuir et la curiosité morbide qui insistait toujours pour me garder là. Le murmure s'est intensifié, devenant une cacophonie qui a rempli mon esprit comme un cri silencieux qui a explosé en moi. Vête. Enfin, un mot clair, un ordre. J'ai réussi à prendre du recul, puis un autre, mais le parc semblait être devenu un labyrinthe, comme si chaque mouvement me ramenait au centre, plus proche de cette présence qui semblait maintenant se multiplier. Le murmure semblait maintenant être un cri enveloppant à la fois lointain et proche, comme si l'air lui-même s'était animé et m'avait enveloppé, me serrant de plus en plus fort. Je regardais autour de moi, et les arbres, autrefois silencieux et immobiles, semblaient bouger légèrement, comme s'ils se penchaient vers moi, formant un couloir d'ombre et de branches tordues. Soudain, tout est redevenu silencieux. Un silence profond, comme un vide, comme si même le bruit du vent avait été effacé de l'existence. Ma lampe de poche est tombée en panne pour de bon, et je me suis retrouvé seul dans l'obscurité, guidé uniquement par l'instinct de survie qui me criait de courir, même s'il n'y avait plus de chemin dégagé. J'ai trébuché sur des racines, je suis tombé plusieurs fois, mais j'ai continué, le cœur battant, le souffle court et les pas lourds, chaque mouvement m'éloignant un peu plus de cet endroit que je savais maintenant imprégné d'une énergie terrible. Quand j'ai enfin vu la sortie, le ciel commençait déjà à s'éclaircir, avec les premières traces de lumière teintant l'horizon. J'ai franchi la porte comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar, mais même après mon départ, j'ai senti que les voix étaient toujours avec moi, résonnant dans mon esprit. C'était comme si ce parc avait laissé une marque sur moi. Une blessure invisible qui ne guérirait jamais. J'ai abandonné le projet le matin même, déterminé à ne jamais revenir au parc des Lignées.
J'ai effacé les enregistrements, déchiré les notes et juré de ne jamais parler de ce que j'avais vécu ce matin-là. Mais les voix m'accompagnent toujours. Ils sont devenus une partie de moi, refaisant surface dans des moments de silence, me rappelant qu'il y a des choses que nous devons laisser intactes, des mystères qui doivent rester dans l'obscurité. Même maintenant, alors que j'écris ces mots, je les entends comme un murmure persistant, un souvenir qui ne s'effacera jamais. Le parc ne se contente pas de raconter des histoires, il les vit, et maintenant, je fais partie de cette mémoire. En ce froid matin de novembre, le Stad Strædgården était encore plongé dans le silence humide de l'aube. Et Axel Johansson, comme d'habitude, cherchait de l'inspiration pour son nouveau roman. Il avait besoin de tranquillité et de contact avec la nature pour se concentrer. Il avait lu que les plus grands écrivains du pays trouvaient de la beauté dans les brumes de la Suède, et il voulait comprendre ce qui les poussait à écrire sur des paysages mélancoliques, des sentiments profonds. Alors, déterminé à explorer ce même chemin, il est parti avant le lever du soleil, avec un cahier et une tasse de café chaud dans un thermos. En arrivant au parc, Axel a remarqué que le brouillard était particulièrement dense, encore plus que d'habitude. La brume s'accrochait aux arbres et s'étendait comme un rideau, une couche presque solide qui rendait tout ce qui l'entourait indistinct, déformant les contours et effaçant toute couleur autre que le gris. La douce et timide lumière de l'aube pouvait à peine percer le voile de brume. Il se sentait fasciné, presque hypnotisé. C'était exactement l'atmosphère dont il avait besoin pour alimenter sa créativité. Il se mit à marcher, écoutant le silence, un silence dense, presque lourd. Il marchait le long de sentiers familiers, mais après quelques minutes, il a commencé à ressentir un étrange malaise. Il semblait que chaque pas l'emmenait plus profondément dans le brouillard, l'éloignant de son familier. Le temps semblait s'écouler différemment. Les minutes s'étirent et le brouillard ne s'éloigne pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le parc, qu'il connaissait si bien, ressemblait maintenant à un labyrinthe sinistre, et chaque sentier se refermait sur lui-même. À mi-chemin, Axel aperçut des silhouettes qui semblaient vaguement devant lui. 3 ou 4 silhouettes, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Ou quelqu'un. En s'approchant, il se rendit compte qu'il s'agissait de personnes, mais que leurs vêtements étaient hors saison, comme s'ils avaient été gelés dans une époque antérieure. Un monsieur en costume et chapeau, une femme en robe démodée et 2 jeunes hommes en vêtements des années 80. Ils le regardèrent, tous avec une expression confuse, et semblaient inconscients de leur propre état. Axel essaya de les saluer, mais ce faisant, il remarqua une expression de tristesse et de désolation sur leur visage. L'un d'eux, un homme à la barbe grise et au vieux costume, le regardait avec une expression vide. « Vous êtes perdu aussi » dit l'homme, sa voix basse et rauque, résonnant à travers le silence. Axel hésita. C'était comme si les mots avaient du poids. Il voulut rire, pensant que c'était une plaisanterie, mais le silence déconcertant et l'expression des étrangers l'en empêchèrent. « Perdu ? Je ne fais que marcher, répondit Axel, essayant d'être confiant, mais il sentit la peur grandir dans sa poitrine. La femme à côté de l'homme secoua la tête, regardant autour d'elle comme si elle essayait de voir à travers le brouillard. Le brouillard. Elle ne laisse personne partir. Nous avons tous essayé, mais nous n'avons jamais trouvé notre chemin, a-t-elle dit, la voix brisée. Axel eut un frisson. Il regarda autour de lui, essayant de voir une sortie, mais le brouillard semblait s'épaissir, engloutissant le parc à perte de vue. Chaque chemin semblait revenir au même point. À chaque tentative pour s'éloigner des étrangers, il finissait par revenir au même endroit où il l'observait en silence, comme s'il s'attendait à ce qu'il comprenne quelque chose. Il avait l'impression que le parc, qui avait été autrefois un lieu de tranquillité, l'observait maintenant de derrière, l'emprisonnant. Le monsieur à la barbe grise s'approcha, les yeux presque fiévreux. « Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix douce, presque paternelle, mais qui portait une menace voilée. Axel ressentait une envie irrationnelle de courir, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Je veux juste sortir d'ici » marmonna Axel,
sentant sa peur se transformer en désespoir. La brume commença à se resserrer autour d'elle, comme une étreinte suffocante. Ses pensées se fragmentèrent en panique. Il accourut, sans but, essayant de suivre une logique de piste qui le mènerait à la porte du parc. Mais plus il courait, plus le paysage semblait s'effondrer sur lui, et tout revenait au même poids. Ces silhouettes qui attendaient en silence. Dans un acte de désespoir, Axel a décidé d'aller dans la direction opposée à ce qu'il pensait être la sortie. Il avait besoin d'une issue, quelle qu'elle soit. Il continua d'avancer, même avec le sentiment que chaque pas l'éloignait de la réalité, jusqu'à ce qu'il atteigne une clairière qu'il ne reconnut pas. Les arbres étaient sombres, leurs racines se tordaient comme s'ils voulaient l'abattre. Au centre, il y avait une petite structure en pierre, quelque chose entre une ruine et un hôtel ancien. Axel, sans réfléchir, toucha l'autel. La sensation fut immédiate et viscérale. Un frisson qui commença au bout de ses doigts et se propagea dans son corps, comme si quelque chose en lui était arraché. Des images étranges et fragmentées ont commencé à envahir son esprit. C'était comme s'il pouvait voir l'histoire du parc, les visages de ceux qui disparaissaient et le vide éternel qui attendait chaque personne qui s'aventurait trop loin dans le brouillard. Il s'est retrouvé parmi eux, le visage perdu dans le temps, emprisonné là pour toujours. Mais dans un effort surhumain, Axel a réussi à s'éloigner de l'hôtel. Haletant, il trouva la force de courir, bien qu'il ne sache pas s'il avait une direction. Le poids de la brume commençait à diminuer, et au loin, il aperçut la silhouette indistincte de la porte. Titubant et ne comprenant pas comment il s'était échappé, Axel franchit la porte, le cœur battant. Quand il se retourna pour regarder, le parc avait l'air ordinaire, le brouillard disparaissant sous le soleil qui finit par déchirer le ciel. Mais il savait que quelque chose avait changé en lui. Et il savait aussi que ses visages le suivraient partout où il irait. Depuis ce jour, Axel n'a pas pu retourner au parc. Mais l'obsession de ce qu'il a vu l'a hanté. Il a commencé à faire des recherches sur d'anciens registres de disparition à Uppsala et a découvert que le Stadsträdgården avait une histoire de mystère non résolu. Des gens étaient entrés dans le parc, ils n'en étaient jamais sortis, leurs histoires s'étant diluées au fil des décennies, mais chacune d'entre elles se reflétait dans les yeux de ceux qu'ils rencontraient. Ce brouillard et ces visages ne quittaient pas son esprit. Axel savait que quelque chose de sombre l'attendait, et au fond de lui, il craignait qu'un jour le brouillard ne le rappelle. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là à Leipzig. Un récit qui me fait encore aujourd'hui douter de la réalité. C'était un samedi ordinaire, mais c'est peut-être ainsi que les événements les plus étranges de la vie commencent. Un jour ennuyeux, à une heure ennuyeuse, quand on s'attend le moins à quelque chose de pertinent. J'étais là, dans un appartement aux fenêtres grises, face à une crise d'inspiration. La littérature a toujours été mon refuge et ma mission. Et je suis fier d'être un professeur dévoué, quelqu'un qui apprécie les mots, qui comprend l'impact d'une phrase bien construite. Mais les mots m'ont quitté. C'est alors que j'ai décidé de partir. Peut-être pour aller me promener, peut-être pour me détendre. Autour de Leipzig, entre ruines d'une époque oubliée et bâtiments à l'architecture imposante, il y a un endroit que peu de gens connaissent au crépuscule. L'Agrapark. Il est célèbre pour la foire gothique qui a lieu pendant l'été, mais la nuit, en dehors de ses festivités, le parc prend une personnalité étrange, une obscurité profonde et intacte, qui l'isole de la ville environnante. C'est là que je voulais aller, peut-être trouver quelque chose dans le noir qui me redonnerait l'envie d'écrire. J'ai franchi l'entrée du parc peu après 10 heures du soir. En été, elle est vibrante, pleine de vie, mais en automne, c'est une carcasse vide, une sorte de purgatoire boisé où le vent bat en forte rafale, et quand le silence vient, il est presque solide. J'avais à peine franchi le premier sentier que j'ai déjà ressenti quelque chose de particulier. L'absence totale de bruit.
Il n'y avait que le bruit étouffé de mes propres pas, comme si le parc aspirait tout le son en lui-même. Cela semblait absurde, mais contrairement à d'autres endroits, ici le silence n'était plus qu'une absence de son, c'était une présence. Je continuais à marcher, regardant la lune à travers les hautes et minces branches qui se tordaient comme des bras de désespoir. Mes pensées ont commencé à devenir brumeuses, comme si une brume invisible était aussi en moi. J'ai été conduit à de vieux souvenirs, à des choses que j'avais choisi d'oublier. Le visage de mon père, sévère et inébranlable, me vint à l'esprit. Il n'a jamais compris ma passion pour la littérature. Il a toujours vu mon choix de vie comme une sorte de trahison. Et j'étais là, aux prises avec la même frustration, le même manque de contrôle. C'était comme si, à ce moment-là, le parc était un miroir sombre de mon propre esprit. Je suivis les sentiers, et à chaque pas, l'obscurité semblait s'approcher, enveloppante. Il y avait quelque chose dans l'ombre, ou peut-être que c'était moi qui voyais trop, mais une partie de moi voulait croire que j'étais juste paranoïaque, que la fatigue jouait avec ma santé mentale. Soudain, j'ai senti une présence, quelque chose de tangible dans l'air, mais invisible. La sensation était familière, une lourdeur dans ma poitrine, une anxiété qui se resserrait dans ma gorge, comme si quelque chose était là avec moi, attendant juste de se révéler. Je me souviens que je me suis arrêté un instant et que j'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de me calmer, de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que quelque chose d'encore plus étrange se passait. C'était dans une clairière que j'étais sûr de ne jamais avoir vue. Les arbres environnants étaient plus denses, comme s'ils s'y étaient regroupés d'eux-mêmes, formant une sorte de barrière naturelle. J'avais l'impression qu'ils me regardaient avec une présence presque consciente. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'ai senti un frisson dans mon dos et un souffle qui n'était pas le mien, étouffé et lent, venant de quelque part dans l'obscurité. Mon cœur s'est emballé et j'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. La vérité, c'est que je ne savais pas si je devais courir ou faire face à ce qu'il y avait. Pendant un moment, j'ai pensé à m'éloigner, mais mon corps était gelé. C'était comme si le sol lui-même essayait de me retenir là. Les souvenirs sont alors venus d'un seul coup, une avalanche de souvenirs oubliés, de traumatismes que j'avais enfouis au fond de mon esprit. Je me suis vu dans une pièce sombre, écoutant les paroles amères de mon père, ses accusations, le jugement dans ses yeux, le mépris pour mon choix de vie. Le poids de cette voix, de ces mots, était présent comme une ombre qui refusait de disparaître. Peut-être que je lui avais échappé physiquement, mais jamais de la manière dont il me définissait. Dans cette clairière, j'étais, une fois de plus, confronté à mes peurs. J'ai cligné des yeux, essayant de me dégager de cette vision, et le parc a semblé trembler autour de moi, comme s'il s'agissait plus d'une extension de mon esprit que d'un lieu réel. Les arbres étaient plus proches, et l'obscurité semblait se condenser en figures autour de moi. Des figures déformées, des ombres de quelque chose d'inhumain, mais en même temps, portant des traces du passé. J'ai essayé de me convaincre que c'était une illusion, mais la peur est devenue de plus en plus réelle, plus dense. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Enfin, un bruit dans ce silence écrasant. C'était un long soupir bas, et j'avais l'impression qu'il venait de l'intérieur de moi, mais aussi du parc lui-même. Le bruit s'intensifia, résonnant à travers la clairière, comme si chaque arbre murmurait maintenant le même nom. Mon nom. C'était la voix de ma mère, douce et distante, qui était décédée bien des années auparavant. Un souvenir que je chérissais, mais qui semblait maintenant déformé, un écho de quelque chose de beaucoup plus sombre. Cette voix s'est transformée en un murmure constant, comme un sort hypnotique, et à chaque syllabe, j'avais l'impression que ma santé mentale m'échappait. Avec un effort qui semblait épuiser mes dernières forces, je me mis à marcher à reculons, les yeux fixés sur les ténèbres, comme si je pouvais les empêcher de me suivre par la seule force de ma volonté. Le parc semblait m'engloutir. Le sol était une ombre indistincte et mon corps semblait bouger au ralenti. J'avais l'impression que si je ne sortais pas de là tout de suite, quelque chose en moi serait complètement pris en charge. Mes pas devenaient de plus en plus rapides, mes yeux écarquillés,
et je pouvais presque sentir le souffle chaud de quelque chose d'invisible qui m'accompagnait. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à revenir à l'entrée du parc. Le silence avait disparu et les bruits de la ville étaient revenus, dans un craquement qui semblait enlever des tonnes de mes épaules. Cette nuit-là, je suis rentré à l'appartement dans un état de choc, tremblant et ne sachant pas avec certitude ce que j'avais vécu. Je n'ai pas fermé les yeux, et quand le soleil s'est levé, la clarté n'a apporté qu'un soulagement momentané. Je me sentais épuisé, comme si quelque chose m'avait été arraché. Retourner au parc n'a jamais été une option. Depuis, quelque chose a changé en moi. Ce vide, cette obscurité, avait laissé une trace, une marque. Maintenant, chaque nuit, avant de fermer les yeux, je me souviens de la clairière et je sens que, d'une manière ou d'une autre, elle est toujours en moi, comme une plaie ouverte qui insiste pour ne pas guérir. Et le plus troublant, c'est que, d'une certaine manière, cet événement terrible a ramené l'envie d'écrire. J'ai toujours été passionné par la photographie de nuit. Il y a quelque chose dans le calme de l'aube qui se reflète dans les photos d'une manière que la lumière du jour ne pourra jamais capturer. Dans l'obscurité, les choses révèlent des secrets. Les objets prennent des formes qui passeraient normalement inaperçues à la lumière du soleil. C'était le genre de scène que je cherchais ce soir-là, dans le parc du Pérou à Montpellier. Je venais de terminer une série de photos pour une exposition locale, mais il manquait une dernière pièce. Une image qui représentait un silence absolu, un instant de calme chargé de mystère. Le parc, avec son architecture historique et ses ombres complexes, semblait être le cadre idéal pour cela. J'ai décidé d'y aller à l'aube, à 3 heures du matin, lorsque les rues de Montpellier étaient désertes et que le silence remplissait les lieux de vie normalement animés. Quand je suis entré dans le parc, j'ai ressenti une étrange paix, comme si je venais de traverser une dimension parallèle. Les arbres projetaient des ombres allongées et les statues semblaient prendre vie dans la lumière diffuse de la lune. Je marchais lentement, glissant mon appareil photo sur mon épaule, attentif à tout angle qui semblait prometteur. Chaque pas était une petite célébration de cette solitude. La ville dormait et le parc était tout à moi. Je me suis approché de la fontaine centrale, ajustant l'objectif pour capturer le reflet de l'eau. L'image était parfaite. Le ciel étoilé se reflétait dans le miroir liquide, créant une illusion de profondeur. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette solitaire, debout sur le bord opposé de la fontaine. C'était une personne de grande taille, couverte d'un manteau sombre. Son visage était penché vers le bas, ses bras le long du corps, immobiles. À cette distance, il était impossible de discerner les détails, mais sa silhouette semblait vide, sans vie. C'était exactement ce que je cherchais. La présence d'une personne, d'une figure humaine enveloppée de mystère, rendrait la photo encore plus percutante. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté la mise au point et j'ai pris une photo, en essayant d'être aussi discret que possible. L'appareil photo fit un léger clic qui résonna à travers le silence du parc. Soudain, la silhouette se déplaça. Je me suis figé. La personne a lentement levé la tête et s'est tournée directement vers moi. Même de loin, j'ai ressenti le poids de ce regard. Pendant un moment, j'ai pensé à m'excuser en disant que je voulais juste une photo. Mais avant que je puisse décider quoi faire, il a commencé à marcher vers moi. Mes doigts étaient toujours fixes sur l'appareil photo, mais ma respiration s'accélérait. L'expression de cet homme ou de cette femme, je ne pouvais pas la distinguer, était masquée par l'ombre du chapeau. Malgré cela, j'ai senti quelque chose de menaçant dans sa posture, comme s'il était agacé d'être interrompu. Je commençais à m'éloigner, pas à pas, sans quitter des yeux la silhouette qui venait maintenant vers moi. Il accéléra. C'est à ce moment-là que la peur a commencé à s'emparer de moi. Le parc, qui semblait autrefois être un havre de paix, est devenu un labyrinthe oppressant. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher plus vite, mais quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu qu'il courait aussi maintenant, se rapprochant de plus en plus. Ma respiration était laborieuse. Mon cœur battait la chamade et chaque fibre de mon corps me criait de courir. J'ai dévié le long du chemin qui menait à l'Arc de Triomphe à Montpellier, en espérant qu'il abandonnerait.
mais il continua sa route. Ses pas lourds résonnant dans le parc silencieux. C'était comme s'il était coincé avec moi, incapable d'abandonner, déterminé à rattraper son retard. J'ai essayé de me frayer un chemin à travers la végétation, mais il m'a suivi comme s'il savait chacun de mes mouvements. Les lumières tamisées des lampadaires du parc projetaient des ombres effrayantes, et tout autour de moi semblait être une menace. L'image de cet homme, de plus en plus proche, est restée gravée dans mon esprit. Je savais que s'il m'attrapait, quelque chose d'horrible se produirait. Ses mains, ses yeux cachés, cette fureur silencieuse. Paniqué, je me suis rendu compte que le chemin que je suivais se rétrécissait, me forçant à me rapprocher de la silhouette. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Alors qu'il me poursuivait, j'avais remarqué qu'à mesure qu'il approchait des extrémités du parc, il hésitait. Dans un moment de désespoir, j'ai décidé d'utiliser cela à mon avantage. J'ai pris la direction la plus proche de la porte de sortie, en courant en zigzag pour le repousser. Je l'entendais derrière moi, mais à chaque tournant, il semblait ralentir, comme s'il y avait une barrière invisible qui l'arrêtait momentanément. Dès que j'ai atteint l'entrée du parc, j'ai regardé en arrière une dernière fois. La silhouette était là, me fixant, immobile comme une statue. Son visage était encore couvert d'ombre, et de là où je me tenais, il ressemblait presque à une illusion, à un flou. Malgré tout, ce regard vide me hantrait pour toujours. Sans regarder en arrière, j'ai couru dans les rues de Montpellier jusqu'à ce que je rentre chez moi. En entrant dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. Tout mon corps tremblait et la peur était encore imprégnée dans chaque cellule. J'ai passé quelques minutes à respirer profondément, essayant de croire que tout cela s'était vraiment passé. Quand je me suis finalement calmé, j'ai sorti la carte mémoire de l'appareil photo et je l'ai insérée dans l'ordinateur. J'avais besoin de voir la photo. Je devais me prouver que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Mais en ouvrant l'image, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. La silhouette était là, mais quelque chose n'allait pas. Le visage, ou ce que le visage devrait être, n'était qu'un flou gris. Le reste de l'image était clair et net. Mais la personne avait l'air vide. C'était comme s'il n'y avait rien là-bas, comme si j'avais photographié un fantôme. J'ai passé la nuit à regarder cette photo, à essayer de trouver une explication. Peut-être était-ce une défaillance de l'appareil photo, une imperfection dans la mise au point, je me l'ai répété, mais le sentiment de vide, la peur primale que j'ai ressentie quand j'ai regardé cette silhouette, ont persisté. À partir de ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Le parc Pérou, autrefois un lieu impressionnant, était maintenant un sombre rappel qu'il y a des choses dans le monde qui ne peuvent pas être expliquées. Je suis retourné au parc quelques fois par la suite, toujours pendant la journée, mais j'ai évité la fontaine et le chemin que j'ai suivi ce matin-là. Cette partie du parc semblait avoir été transformée, comme si elle gardait un secret que je préférais ne pas revisiter. Depuis, ont une nouvelle caractéristique, une ombre subtile, un ton plus sombre. J'avais l'habitude de chercher la beauté dans l'ombre, mais maintenant je me rends compte qu'il y a bien plus que de la tranquillité dans l'obscurité. Cette expérience m'a marqué. La photographie, autrefois une passion pleine de légèreté, est devenue une activité de prudence. Quand je vois quelqu'un au loin, je ressens l'impulsion de regarder de l'autre côté. Je ne recherche plus la même solitude tôt le matin, et je pense encore à ce que j'ai vraiment vu cette nuit-là. Quel était cet homme? Ou ce truc? Pourquoi m'as-tu suivi? Et pourquoi n'es-tu pas allé au-delà des limites du parc? Ce sont des questions qui me hantent, mais auxquelles je préfère peut-être ne jamais répondre. Je n'ai imprimé cette photo qu'une seule fois, plus sur un coup de tête que pour toute autre raison. Aujourd'hui, il est rangé dans un tiroir fermé à clé. Parfois, je pense à le brûler, mais je sais que, d'une certaine manière, c'est la preuve que cette rencontre était réelle. Et chaque fois que je la regarde, je vois le même flou à la place de son visage, une absence effrayante qui me regarde. L'hiver était froid à Londres, mais la curiosité était plus forte que le vent mordant.
Je m'appelle Oliver Grant, je suis historien, et pendant des semaines, Kew Gardens est devenu mon obsession. En creusant profondément, j'ai découvert une petite note perdue dans de vieux documents sur des disparitions qui se sont mystérieusement produites dans les locaux du jardin, en particulier dans le célèbre labyrinthe de Hay. Des touristes, des visiteurs réguliers, même un employé. C'était des cas rares, mais les archives étaient là, réduites au silence par le temps et l'insistance sur le fait que le labyrinthe n'était qu'un divertissement innocent. Rien de plus qu'une attraction pour ceux qui voulaient se perdre quelques minutes. C'était un coin oublié au milieu de la tourmente de Londres. Une oasis où beaucoup allaient trouver la paix. Mais l'idée que quelqu'un puisse disparaître sans laisser de traces à l'intérieur, de manière aussi discrète, était quelque chose que je ne pouvais pas sortir de ma tête. J'étais déterminé à enquêter, à trouver les vestiges de ces histoires qui m'intriguaient tant. Je suis arrivé tôt, déterminé à nettoyer le jardin avant que le mouvement ne commence. Les arbres, défoliés par le froid, semblaient encadrer l'environnement d'une beauté mélancolique, presque fantomatique. Je me suis promené dans le jardin, m'imprégnant de mon environnement, tandis que les quelques touristes qui arrivaient semblaient plus intéressés à prendre des photos et à discuter à voix basse. Bientôt, j'aperçus le labyrinthe, un enchevêtrement dense de haies vertes et d'arbres, invitant et en même temps intimidant. En franchissant la première porte, je fus pris d'un rhume qui n'avait rien à voir avec le temps. L'atmosphère à l'intérieur était distinctive, presque palpable. J'ai suivi les premiers cols, en gardant un rythme lent, en essayant de me situer au gré de la structure qui me guidait. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans un labyrinthe. Je connaissais le modèle, le rythme d'exploration des couloirs et de choix. Mais quelque chose a vite commencé à apparaître. Erreur. Les murs de la haie semblaient plus denses que d'habitude, et le bruit des pas d'autres personnes à l'extérieur des murs s'estompa rapidement, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. J'ai marché en prenant des directions que je croyais justes, mais je me suis vite retrouvé à passer par les mêmes points. Au début, j'ai pensé que c'était mon esprit qui me jouait des tours. Après tout, il n'était pas rare de s'embrouiller dans un tel endroit. Mais le sentiment a grandi et quelque chose en moi a commencé à s'inquiéter. Il semblait que le labyrinthe lui-même avait changé pendant que j'y étais. Puis, j'ai commencé à remarquer des marques étranges. De petites encoches sur les clôtures, des rayures qui formaient des initiales, des dates gravées avec une précision presque troublante. Thomas Dew, 1923, Alice Hatch, 1968. Des marques du temps qui n'avaient rien à voir avec le présent, comme si j'assistais à des fragments d'histoire d'autres personnes, des histoires qui n'ont jamais été racontées. À chaque tournant que je prenais, l'obscurité semblait s'intensifier. Même s'il était encore le matin, la lumière semblait éteinte, opaque. J'ai levé les yeux et j'ai réalisé que les arbres entourant le labyrinthe étaient plus proches, avec des branches qui s'entremêlaient, formant un toit qui bloquait le ciel. À un certain moment, j'ai commencé à ressentir une présence, un sentiment d'être observé. Mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Juste le silence pesant des hautes haies qui m'entouraient me piégeait. J'ai continué à marcher, essayant de ne pas me laisser submerger par la panique qui commençait à grandir en moi. Je m'étais préparé à trouver quelque chose, mais je n'étais pas prêt à être pris, emprisonné. Moi, un homme rationnel, je refusais de croire qu'un labyrinthe puisse avoir quoi que ce soit de surnaturel. Mais les noms, les marques, l'air raréfié, tout a concouru à me convaincre du contraire. Mon corps se déplaçait automatiquement, guidé par un instinct de survie primal, alors que mon esprit essayait de traiter ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu. C'étaient des bruits de pas, de lumière, venant de quelque part autour de moi, résonnant entre les murs du labyrinthe. Je me suis arrêté, retenant mon souffle. Les bruits de pas se sont également arrêtés. J'ai continué, essayant de l'ignorer, mais à chaque mouvement que je faisais, les pas se suivaient, comme une ombre sonore qui insistait pour m'accompagner. J'ai essayé de rationaliser, en me disant que c'était peut-être le vent ou un autre visiteur qui s'était perdu, mais à chaque fois que je m'arrêtais, le son s'arrêtait aussi, dans une synchronie que seul un être humain pouvait atteindre.
J'ai ressenti une anxiété croissante et j'ai recommencé à marcher, maintenant un peu plus vite, avec l'espoir désespéré que les traces de pas disparaîtraient. Mais au détour d'un virage, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une marque fraîche sur l'une des clôtures, un symbole qui ressemblait à un cercle, coupé en deux, presque comme une signature macabre. À côté, un autre nom, encore plus récent, écrit d'une manière tremblante, comme s'il avait été sculpté par quelqu'un de désespéré. C'était une marque différente des autres, récente, et qui semblait palpiter dans son étrangeté. J'hésitais, essayant de le déchiffrer, mais le bruit des pas revenait, plus proche maintenant, presque comme s'ils étaient juste derrière moi. J'ai continué, accélérant le rythme. Il ne savait pas combien de temps il était resté à l'intérieur. Le sens de la direction et du temps n'avait plus de sens. Les arbres semblaient murmurer dans le vent, des murmures qui se mêlaient à ma propre respiration. J'ai commencé à courir. À chaque couloir qu'il traversait, il voyait de plus en plus de marques, de plus en plus désespérées. Des morceaux de tissu coincés dans les clôtures, des marques de rayures profondes, des empreintes de pas flous sur le sol. Des gens étaient passés par là avant moi, et ils semblaient tous avoir essayé désespérément de trouver une issue. Mais à cause de la façon dont les marques étaient chaotiques, presque enfantines dans leur désespoir, j'avais le sentiment distinct qu'elles ne partaient jamais. J'ai commencé à avoir mal à la tête, l'air était de plus en plus épais, presque solide. J'ai levé les yeux vers le ciel, mais il n'y avait qu'un toit de branches, impénétrable. Et puis, quelque chose a attiré mon attention. Sur le sol, il y avait une séquence de pierres qui formaient une ligne claire, différente des autres. Ils étaient positionnés d'une manière qui semblait indiquer un chemin. Suivez-les, avec espoir, comme quelqu'un qui s'accroche au dernier fil de la raison. Les rochers m'ont emmené dans un couloir plus étroit. Le silence y était absolu. Pas de vent, pas de bruit de pas, juste le bruit de mon cœur qui battait à une vitesse qui me faisait mal à la poitrine. C'était comme si le labyrinthe m'avait enfin conduit à son noyau, à l'endroit où il cachait son secret le plus profond. Je suis resté là, haletant, et j'ai alors vu quelque chose que je ne pourrais jamais effacer de mon esprit. Un cercle de noms sculptés dans la haie, un fouillis d'initiales et de dates qui semblait être une collection de souvenirs de tous ceux qui avaient été là. C'était un cimetière, un hommage silencieux à ceux qui ne sont jamais partis. Je me sentais en danger. J'avais besoin de sortir de là avant que quelque chose de pire ne se produise. Mais quand j'ai essayé de rebrousser chemin, je n'arrivais plus à retrouver le chemin des pierres. L'entrée que j'avais empruntée était bloquée. Mon cœur s'est emballé et une vague de panique m'a submergé. J'étais en prison comme les autres. J'ai regardé autour de moi, à la recherche du moindre signe de sortie, mais le labyrinthe semblait jouer avec moi. Changeant de forme, fermant des passages et me guidant vers le même cercle macabre de marques. Le temps s'est allongé, je ne savais plus combien de temps s'était écoulé. À un moment donné, j'ai entendu des voix, des murmures sourds, et j'étais sûr que je n'étais plus seul. Les voix étaient confuses, mêlées au bruit des arbres, mais il y avait un mot qui était répété. « Sors ». Je ne savais pas d'où ça venait, mais je savais que je devais continuer. L'esprit engourdi, j'ai commencé à marcher, même sans direction, en espérant que le labyrinthe me donnerait une dernière chance. La lumière sembla devenir plus forte, et bientôt j'aperçus un chemin devant moi. J'ai couru comme un fou, sans regarder en arrière, sans me soucier des branches qui me grattaient la peau, du sang qui coulait de mes mains. J'ai franchi la porte avec un soulagement indescriptible, tombant à genoux à l'extérieur. Les visiteurs me regardaient avec étonnement, mais je ne pouvais pas parler. Je ne ressentais que le poids de ce que j'avais vu, la certitude que ces marques, ces âmes, étaient toujours à l'intérieur, piégées dans un cycle sombre que Kew Gardens semblait tenir. Je suis rentré chez moi secoué, avec la ferme intention d'enregistrer ce que j'avais vécu. Je savais que beaucoup en douteraient, mais j'avais besoin de partager. Et alors que j'écris ces mots, j'entends encore le bruit de ces pas, ces murmures et ces marques qui resteront à jamais gravées, non seulement sur les murs du labyrinthe, mais dans mon esprit.
Cette nuit-là hante encore mes pensées, même si j'essaie de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu cruel de mon esprit. Je m'appelle Martina Diaz, j'ai 29 ans et je suis dans le dernier semestre d'anthropologie, travaillant sur un projet qui devrait être la dernière pièce de ma formation académique. L'idée était d'explorer le folklore urbain de Buenos Aires et ses légendes sombres, celles qui s'entremêlent avec la vie quotidienne de la ville et restent vivantes dans l'imaginaire populaire. Mon choix s'est porté sur le parc des Lignées, connu pour ses histoires chuchotées, littéralement. On dit que la nuit, on y entend des voix, des murmures qui flottent parmi les arbres, des échos d'événements passés ou quelque chose de bien plus troublant. Quand j'ai demandé aux habitants ce qu'il en était du parc, certains ont dit que c'était idiot, juste le vent qui jouait entre les feuilles, tandis que d'autres riaient, disant qu'il n'était que de vieilles légendes ivres. Mais certains hésitaient, échangeaient des regards soupçonneux, comme s'ils discutaient entre eux pour savoir si je méritais de savoir ce qui se passait vraiment là-bas. Un homme, avec des rides frappantes sur le visage et des mains tremblantes tenant sa cigarette, a dit que dans le parc, les arbres contenaient des histoires que personne ne devrait entendre. Il n'a pas voulu m'expliquer, mais cela n'a fait qu'augmenter ma curiosité. L'anxiété de découvrir quelque chose d'authentique et d'unique m'a aveuglé aux signes avant-coureurs. Je voulais capturer non seulement des histoires, mais aussi des preuves sonores, peut-être même visuelles, pour montrer enfin que les légendes urbaines peuvent avoir une vraie profondeur, une touche de vérité. Ce soir-là, je me suis préparé avec tout ce dont j'avais besoin. Mon magnétophone, un cahier et une lampe de poche. J'étais déterminé à explorer seul le parc des Lignées, confiant que l'aube et la solitude me permettraient de capturer ce que personne d'autre n'avait osé. Traverser les rues vides était déjà une expérience surréaliste. Buenos Aires était silencieuse, comme si toute la ville respectait la gravité de ma mission. Ou peut-être espérait-elle simplement que je comprendrais l'erreur que j'allais commettre. Quand j'ai atteint la porte du parc, mon cœur s'est emballé. La structure métallique était vieille, grinçant légèrement au vent, comme pour m'avertir de ne pas aller plus loin, ignorer. Dès que j'y suis entré, j'ai ressenti un rhume inattendu et oppressant. Ce genre de froid qui ne semble pas venir seulement de la nuit, mais qui émane de quelque chose de profond, comme si le sol y portait un terrible souvenir. Je repoussai cette pensée et suivis un sentier couvert de feuilles sèches, la lanterne éclairant peu le chemin, ne révélant que ce qui était nécessaire. J'ai décidé d'allumer l'enregistreur en pointant le microphone vers l'espace vide devant moi. C'est Martina Diaz. Je suis à Lignières Park, à la recherche de preuves des histoires que j'ai entendues. On dit qu'il y a des voix ici, des échos d'événements anciens. J'essaie de les capturer. Pendant que je parlais, ma voix semblait être aspirée dans l'espace, dévorée par le silence oppressant qui m'entourait. J'ai continué à marcher, à la recherche d'un indice, d'un bruit étrange, mais tout ce que j'ai entendu pendant les premières minutes a été le bruit monotone de mes propres pas. Je commençais déjà à croire que tout cela n'était que des histoires inventées pour faire peur, quand j'ai finalement entendu quelque chose. Un son bas et lointain, un murmure. Mon cœur battait la chamade, mais ma curiosité était plus forte que la peur. Je me suis concentré, essayant de distinguer les mots. Elles semblaient être en espagnol, mais mélangées à un son brouillé, presque comme si elles étaient prononcées par quelqu'un qui avait à peine le souffle. J'ai suivi le son, m'enfonçant de plus en plus profondément dans le parc, et au fur et à mesure, les voix semblaient devenir plus claires, comme si elles me guidaient, m'invitaient presque à découvrir quelque chose de terrible. J'ai demandé, presque comme une prière, « Quién eres ?», ne sachant pas avec certitude ce que je m'attendais à entendre en réponse. La lampe de poche a commencé à clignoter, et j'ai remarqué que l'obscurité autour de moi devenait plus dense, presque tangible. Les voix s'élevèrent, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps, mais aucune d'entre elles ne semblait être vraiment là. Les mots étaient inintelligibles, comme s'ils provenaient d'une réalité lointaine, résonnant à travers le temps. Quelque chose en moi me criait de revenir, mais une force plus grande me poussait en avant.
J'ai fait quelques pas de plus et j'ai réalisé que le parc autour de moi semblait s'être transformé. La végétation, autrefois familière, était tordue et déformée, comme si quelque chose l'avait façonnée d'une manière bizarre. C'était comme si j'étais dans un endroit complètement différent, dans un espace où le temps et la logique n'avaient pas de sens. Les voix se sont intensifiées et maintenant je pouvais les entendre appeler mon nom. Martina. Martina. À plusieurs reprises, dans une cadence presque hypnotique. J'ai tourné l'enregistreur dans la direction des sons et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, espérant que cet appareil pourrait capter quelque chose au-delà de ce que mes sens humains étaient capables de percevoir. Mais c'est à ce moment-là que je l'ai vu. À la lisière de l'obscurité, une silhouette se tenait debout, complètement immobile, comme si elle m'attendait. Il n'était pas un être humain ordinaire, sa forme était indistincte, d'un flou noir, comme une ombre qui s'était réveillée. La silhouette me regardait, sans yeux, mais je sentais sa présence se concentrer sur moi, pénétrer mon esprit, fouiller mes pensées. J'ai essayé de bouger, mais mon corps n'a pas répondu. Figé entre l'envie de m'enfuir et la curiosité morbide qui insistait toujours pour me garder là. Le murmure s'est intensifié, devenant une cacophonie qui a rempli mon esprit comme un cri silencieux qui a explosé en moi. Vête. Enfin, un mot clair, un ordre. J'ai réussi à prendre du recul, puis un autre, mais le parc semblait être devenu un labyrinthe, comme si chaque mouvement me ramenait au centre, plus proche de cette présence qui semblait maintenant se multiplier. Le murmure semblait maintenant être un cri enveloppant à la fois lointain et proche, comme si l'air lui-même s'était animé et m'avait enveloppé, me serrant de plus en plus fort. Je regardais autour de moi, et les arbres, autrefois silencieux et immobiles, semblaient bouger légèrement, comme s'ils se penchaient vers moi, formant un couloir d'ombre et de branches tordues. Soudain, tout est redevenu silencieux. Un silence profond, comme un vide, comme si même le bruit du vent avait été effacé de l'existence. Ma lampe de poche est tombée en panne pour de bon, et je me suis retrouvé seul dans l'obscurité, guidé uniquement par l'instinct de survie qui me criait de courir, même s'il n'y avait plus de chemin dégagé. J'ai trébuché sur des racines, je suis tombé plusieurs fois, mais j'ai continué, le cœur battant, le souffle court et les pas lourds, chaque mouvement m'éloignant un peu plus de cet endroit que je savais maintenant imprégné d'une énergie terrible. Quand j'ai enfin vu la sortie, le ciel commençait déjà à s'éclaircir, avec les premières traces de lumière teintant l'horizon. J'ai franchi la porte comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar, mais même après mon départ, j'ai senti que les voix étaient toujours avec moi, résonnant dans mon esprit. C'était comme si ce parc avait laissé une marque sur moi, une blessure invisible qui ne guérirait jamais. J'ai abandonné le projet le matin même, déterminé à ne jamais revenir au parc des Lignées. J'ai effacé les enregistrements, déchiré les notes et juré de ne jamais parler de ce que j'avais vécu ce matin-là. Mais les voix m'accompagnent toujours. Ils sont devenus une partie de moi, refaisant surface dans des moments de silence, me rappelant qu'il y a des choses que nous devons laisser intactes, des mystères qui doivent rester dans l'obscurité. Même maintenant, alors que j'écris ces mots, je les entends comme un murmure persistant, un souvenir qui ne s'effacera jamais. Le parc ne se contente pas de raconter des histoires, il les vit, et maintenant, je fais partie de cette mémoire. En ce froid matin de novembre, le Stad Strædgården était encore plongé dans le silence humide de l'aube. Et Axel Johansson, comme d'habitude, cherchait de l'inspiration pour son nouveau roman. Il avait besoin de tranquillité et de contact avec la nature pour se concentrer. Il avait lu que les plus grands écrivains du pays trouvaient de la beauté dans les brumes de la Suède, et il voulait comprendre ce qui les poussait à écrire sur des paysages mélancoliques, des sentiments profonds. Alors, déterminé à explorer ce même chemin, il est parti avant le lever du soleil, avec un cahier et une tasse de café chaud dans un thermos. En arrivant au parc, Axel a remarqué que le brouillard était particulièrement dense, encore plus que d'habitude. La brume s'accrochait aux arbres et s'étendait comme un rideau, une couche presque solide qui rendait tout ce qui l'entourait indistinct, déformant les contours et effaçant toute couleur autre que le gris.
La douce et timide lumière de l'aube pouvait à peine percer le voile de brume. Il se sentait fasciné, presque hypnotisé. C'était exactement l'atmosphère dont il avait besoin pour alimenter sa créativité. Il se mit à marcher, écoutant le silence, un silence dense, presque lourd. Il marchait le long de sentiers familiers, mais après quelques minutes, il a commencé à ressentir un étrange malaise. Il semblait que chaque pas l'emmenait plus profondément dans le brouillard, l'éloignant de son familier. Le temps semblait s'écouler différemment. Les minutes s'étirent et le brouillard ne s'éloigne pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le parc, qu'il connaissait si bien, ressemblait maintenant à un labyrinthe sinistre, et chaque sentier se refermait sur lui-même. À mi-chemin, Axel aperçut des silhouettes qui semblaient vaguement devant lui. 3 ou 4 silhouettes, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Ou quelqu'un. En s'approchant, il se rendit compte qu'il s'agissait de personnes, mais que leurs vêtements étaient hors saison, comme s'ils avaient été gelés dans une époque antérieure. Un monsieur en costume et chapeau, une femme en robe démodée et 2 jeunes hommes en vêtements des années 80. Ils le regardèrent, tous avec une expression confuse, et semblaient inconscients de leur propre état. Axel essaya de les saluer, mais ce faisant, il remarqua une expression de tristesse et de désolation sur leur visage. L'un d'eux, un homme à la barbe grise et au vieux costume, le regardait avec une expression vide. « Vous êtes perdu aussi » dit l'homme, sa voix basse et rauque, résonnant à travers le silence. Axel hésita. C'était comme si les mots avaient du poids. Il voulut rire, pensant que c'était une plaisanterie, mais le silence déconcertant et l'expression des étrangers l'en empêchèrent. « Perdu ? Je ne fais que marcher, répondit Axel, essayant d'être confiant, mais il sentit la peur grandir dans sa poitrine. La femme à côté de l'homme secoua la tête, regardant autour d'elle comme si elle essayait de voir à travers le brouillard. Le brouillard. Elle ne laisse personne partir. Nous avons tous essayé, mais nous n'avons jamais trouvé notre chemin, a-t-elle dit, la voix brisée. Axel eut un frisson. Il regarda autour de lui, essayant de voir une sortie, mais le brouillard semblait s'épaissir, engloutissant le parc à perte de vue. Chaque chemin semblait revenir au même point. À chaque tentative pour s'éloigner des étrangers, il finissait par revenir au même endroit où il l'observait en silence, comme s'il s'attendait à ce qu'il comprenne quelque chose. Il avait l'impression que le parc, qui avait été autrefois un lieu de tranquillité, l'observait maintenant de derrière, l'emprisonnant. Le monsieur à la barbe grise s'approcha, les yeux presque fiévreux. « Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix douce, presque paternelle, mais qui portait une menace voilée. Axel ressentait une envie irrationnelle de courir, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Je veux juste sortir d'ici » marmonna Axel, sentant sa peur se transformer en désespoir. La brume commença à se resserrer autour d'elle, comme une étreinte suffocante. Ses pensées se fragmentèrent en panique. Il accourut, sans but, essayant de suivre une logique de piste qui le mènerait à la porte du parc. Mais plus il courait, plus le paysage semblait s'effondrer sur lui, et tout revenait au même point. Ces silhouettes qui attendaient en silence. Dans un acte de désespoir, Axel a décidé d'aller dans la direction opposée à ce qu'il pensait être la sortie. Il avait besoin d'une issue, quelle qu'elle soit. Il continua d'avancer, même avec le sentiment que chaque pas l'éloignait de la réalité, jusqu'à ce qu'il atteigne une clairière qu'il ne reconnut pas. Les arbres étaient sombres, leurs racines se tordaient comme s'ils voulaient l'abattre. Au centre, il y avait une petite structure en pierre, quelque chose entre une ruine et un hôtel ancien. Axel, sans réfléchir, toucha l'hôtel. La sensation fut immédiate et viscérale. Un frisson qui commença au bout de ses doigts et se propagea dans son corps, comme si quelque chose en lui était arraché. Des images étranges et fragmentées ont commencé à envahir son esprit. C'était comme s'il pouvait voir l'histoire du parc, les visages de ceux qui disparaissaient et le vide éternel qui attendait chaque personne qui s'aventurait trop loin dans le brouillard. Il s'est retrouvé parmi eux, le visage perdu dans le temps, emprisonné là pour toujours. Mais dans un effort surhumain, Axel a réussi à s'éloigner de l'hôtel. Haletant, il trouva la force de courir, bien qu'il ne sache pas s'il avait une direction. Le poids de la brume commençait à diminuer, et au loin,
il aperçut la silhouette indistincte de la porte. Titubant et ne comprenant pas comment il s'était échappé, Axel franchit la porte, le cœur battant. Quand il se retourna pour regarder, le parc avait l'air ordinaire, le brouillard disparaissant sous le soleil qui finit par déchirer le ciel. Mais il savait que quelque chose avait changé en lui. Et il savait aussi que ses visages le suivraient partout où il irait. Depuis ce jour, Axel n'a pas pu retourner au parc. Mais l'obsession de ce qu'il a vu l'a hanté. Il a commencé à faire des recherches sur d'anciens registres de disparition à Uppsala et a découvert que le Stadsträdgården avait une histoire de mystère non résolu. Des gens étaient entrés dans le parc, ils n'en étaient jamais sortis, leurs histoires s'étant diluées au fil des décennies, mais chacune d'entre elles se reflétait dans les yeux de ceux qu'ils rencontraient. Ce brouillard et ces visages ne quittaient pas son esprit. Axel savait que quelque chose de sombre l'attendait, et au fond de lui, il craignait qu'un jour le brouillard ne le rappelle.